Bonjour à tous, nous nous trouvons cette fin 2024, comme vous pouvez le voir sur ces images, à Washington DC, dans la capitale américaine. Nous couvrons probablement le plus grand congrès au monde qui s'appelle ACR Convergence 2024 pour être précis. Et nous profitons de cette occasion pour parler d'une maladie courante qui est la goutte. J'ai la chance de recevoir la docteure Kim Lauper. Elle travaille au service de rhumatologie des HUG à Genève. Ce service a été distingué comme centre EULAR d'excellence pour les années 2023 à 2028. L'EULAR est la Société européenne de rhumatologie, tandis que l'ACR, dont nous participons actuellement au congrès annuel, est son équivalent américain. Avec la docteure Kim Lauper, nous allons donc parler de la goutte, une maladie qui peut être très douloureuse. Bonjour Dr Lauper, bienvenue dans ce podcast Créa Pharma. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler, comme on a dit, de la goutte. Et est-ce que vous pouvez commencer par un peu nous définir ce qu'est cette maladie de la goutte? Oui, alors c'est une maladie qui est liée au fait qu'on a un acide dans le sang qui s'appelle l'acide urique qui peut être trop élevé. Oui. Et quand il est trop élevé, chez certaines personnes, il va se déposer dans les tissus et former des cristaux. Et des cristaux d'acide urique. Et puis ces cristaux peuvent provoquer une maladie ensuite lorsqu'il y a de l'inflammation qui se produit dans le corps. D'accord. Et puis c'est vraiment la région, ce qu'on dit souvent de l'orteil et du gros orteil qui est touché par ces cristaux qui sont dans la peau. Là, Oui, alors les cristaux se déposent, ils peuvent se déposer un peu dans tous les tissus. Ce qu'on voit typiquement, c'est dans le cartilage. Et les crises sont souvent au début dans les pieds, effectivement, dans le gros orteil, ce qu'on appelle le podagre là. Mais en fait, c'est une maladie qui peut vraiment se manifester partout. Ça peut vraiment se déposer partout. On peut avoir des cristaux qui se voient dans la peau, sur l'oreille, faire des crises dans les mains, etc. Ok. Ce qui ressort beaucoup quand on lit justement des articles ou des résumés sur la goutte, c'est les patients se plaignent d'une douleur vraiment très élevée. J'ai lu. Des fois, on définit l'échelle de 1 à 10, ils attribuent une note de... Donc 10 c'est la douleur maximale, ils attribuent une note parfois de 9 sur 10. Vous voyez ça dans votre clinique Oui, c'est vrai que les patients nous disent que vraiment, ils ont souvent... c'est la pire douleur qu'ils ont eue pour certains patients. Et ça peut être une douleur vraiment très très intense ou même... Ils décrivent typiquement qu'ils n'arrivent pas à mettre le drap sur leurs pieds quand ils dorment, tellement c'est sensible. Donc une douleur qui peut être vraiment très intense lors des crises. Ouais. J'ai lu justement, là on est au congrès de ACR Convergence 2024, j'ai lu une petite publicité ou même plutôt un article détaillé qui montre qu'il y a quand même parfois des différences des symptômes entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez vu dans les cas pratiques? Alors souvent les femmes, elles ont la maladie plus tard et puis souvent c'est plus sévère. Donc elles peuvent justement avoir plus facilement quelque chose qui est plus diffus que l'homme où ça va commencer avec le pied puis ça va être que le pied pendant un certain temps. Donc c'est d'emblée plus souvent... On reparlera peut-être un petit peu plus en détail des symptômes. J'aimerais venir maintenant sur les principales raisons ou causes de la goutte. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Oui, alors il y a pas mal de gens qui pensent que c'est vraiment l'alcool et l'alimentation. D'accord. Mais en fait, finalement, il y a un des facteurs principaux, c'est le sexe. Si on est un homme, on a plus de chances d'avoir la goutte. Oui. Ça change avec l'âge. Après la ménopause, les femmes, elles ont tendance à avoir plus la goutte. Toujours pas autant que les hommes, mais quand même beaucoup plus. Et puis un des facteurs principaux, en fait, c'est la génétique. C'est juste pas de chance. Il y a des gens qui vont être plus sensibles et faire la goutte. Donc on disait parfois la maladie des rois parce que justement c'était un peu beaucoup manger, boire. Ça, vous pensez que c'est peut-être on travaille moins avec cette hypothèse-là? Alors, c'est sûr que ça joue un rôle, qu'on sait que si on est obèse, on a de l'hypertension, etc., on va plus avoir de chances d'avoir de la goutte. Mais ce n'est pas le seul facteur. On peut être faim, manger très bien et puis avoir la goutte quand même. Ok, ça c'est intéressant. On dit aussi que parfois la goutte, elle peut être provoquée par des médicaments. Est-ce que vous voyez aussi ça dans votre pratique au quotidien ou c'est quand même assez rare? Donc, on peut citer l'aspirine, je crois, ou des diurétiques.
Alors, on voit que certains médicaments peuvent déclencher des crises de gouttes, typiquement les diurétiques. Donc si on a des patients qui sont hospitalisés, qui ont besoin de diurétiques ou qui ont besoin de diurétiques pour d'autres raisons, ils ont vraiment beaucoup plus de chances de faire des crises. Donc oui, effectivement, certains médicaments vont augmenter le risque de crise. Et puis ça serait passager ou à l'arrêt, par exemple, des médicaments, alors ça, on aurait moins de crises en fait après. Alors ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens où ça va être juste une fois parce qu'on leur met beaucoup de diurétiques qui vont faire la crise, puis s'ils n'ont pas ça, ben peut-être que leur taux d'acide urique n'est pas si haut. Bon, après, c'est quand même un signal qu'ils ont un acide urique qui est quand même probablement trop haut. Ouais. Donc voilà, c'est difficile de dire, ça peut dépendre des gens, quoi. Mais comme on voit, c'est vrai qu'il y a plusieurs causes, donc oui, toujours s'adresser au médecin pour voir si on essaie d'identifier. Il y a ce qui est intéressant aussi, que je pense que les patients voient, c'est les TOFI, donc c'est le pluriel de tophus, je pense, c'est le mot latin ou grec. Ouais, voilà le mot pluriel de tophus. Alors, de quoi il s'agit, ces TOFI, ou comment, je ne sais pas si vous appelez plutôt pluriel ou... Oui, alors c'est une forme assez avancée de goutte, mais qui peut se développer très rapidement, hein. Ça peut être en quelques semaines. Et en fait, on va voir sous la peau des petits dépôts un peu blanchâtres. Par exemple, à l'oreille, ce que je vous avais dit, et puis aussi par exemple sur les doigts, sur les pieds, etc. Les articulations. Les articulations, c'est souvent plutôt sur les articulations, même si ça peut être n'importe où. Et en fait, c'est lié à ces cristaux d'acide urique qui se déposent sous la peau. Ça veut dire qu'on a vraiment l'acide urique qui est très très haut et qui commence à se déposer partout. Et donc là, c'est déjà une forme très avancée. C'est des cas assez avancés, ouais. Qui peuvent d'ailleurs, j'ai lu, il me semble dans la Mayo Clinique justement, que ça peut endommager les articulations. Donc là, il faut vraiment entreprendre un traitement en fait. Alors, même avant la formation de TOFI, si on a des crises qui se font à répétition dans une articulation, eh ben, c'est à risque de faire de l'arthrose. Donc il faut traiter, il ne faut pas laisser, avoir des crises comme ça régulièrement. Puis la situation peut-être en Suisse ou en France, pour les gens qui nous regardent, est un peu différente des États-Unis. Mais je disais qu'aux États-Unis, c'est souvent une maladie qui passe un peu sous le radar. Ça veut dire que il y a, je crois que 10% des gens qui sont correctement traités. Vous voyez aussi ça à Genève, que peut-être des gens en fait ont la goutte sans vraiment le savoir et puis ils ne viennent pas vous voir. C'est aussi, je pense, un problème en Suisse. Alors, effectivement, c'est une maladie qui est sous-traitée partout dans le monde. Ouais, vraiment, c'est assez... Les raisons sont multiples. C'est une maladie qui est souvent traitée par aussi les généralistes qui ne sont pas forcément formés suffisamment là-dedans. Les patients ne prennent pas forcément leur traitement. Enfin, il y a plusieurs raisons. Et donc, on sait qu'en Suisse aussi, c'est sous-traité, effectivement. À part ça, ça me vient à l'esprit, mais si c'est une maladie si douloureuse, est-ce que les gens ont un côté, je ne sais pas, masochiste? Parce que ça doit quand même... bon, je sais que des fois, la crise, elle est peut-être chaque 2-3 ans, ou elle n'est pas... Tu sais à quelle fréquence que les gens... Peut-être pas de règles, mais ça peut apparaître pas tout le temps, donc... ça dépend des gens, puis ça dépend aussi du stade de la maladie. Au début, ça peut être très rare, une fois tous les temps d'années. Et puis si on a vraiment un facteur, comme on a des diurétiques tout d'un coup, puis après il ne se passe plus rien pendant des années. Mais souvent, ce que font les gens, en fait, c'est qu'ils traitent les symptômes. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des médicaments qui vont diminuer l'inflammation. Puis du coup, ça va vite mieux. Mais en fait, ils ne traitent pas la maladie. La maladie, elle est toujours là. Donc c'est pour ça que probablement... Ils arrivent en prenant des médicaments à se contrôler plus ou moins. Selon l'intervalle et selon combien ils répondent à ces médicaments qui traitent l'inflammation, et ils ne vont pas forcément chercher à les traiter. Oui, justement, je voulais en venir un peu à ces médicaments contre la crise. Alors il y a les AINS, ça veut dire des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc je pense que certains d'entre vous connaissent l'ibuprofène par exemple, ou les corticoïdes. Donc là, forcément, vous êtes aussi obligé de les prescrire quand il y a la crise, en fait. Tout à fait. Donc, il y a deux types de traitements. Il y a vraiment le traitement de crise, donc quand on a l'articulation qui est inflammée, etc., qu'on a très mal. Puis après, le traitement pour baisser cet acide urique pour traiter la maladie, en fait, et pour pas qu'elle refasse des crises. Et donc, dans ces traitements de crise, on a effectivement ces anti-inflammatoires, on a les corticoïdes, et puis on a aussi la colchicine qu'on utilise assez souvent. Voilà. Je voulais juste, avant, sur les AINS, quel type vous aimez bien prescrire? Est-ce que c'est l'ibuprofène ou il n'y a pas de règle en fait? Ça peut être un peu...
probablement pas le paracétamol qu'on compte pas Non. vraiment dans les AINS. Non, alors ouais, ça va vraiment rester des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc pas des antidouleurs, pas des antalgiques purs, il faut qu'ils aient une fonction anti-inflammatoire. Exactement. Et puis donc, effectivement, il y a aussi la colchicine. Alors, je m'exprime là comme pharmacien. Ce que j'avais appris à l'université, c'est que la fenêtre thérapeutique est très étroite. Oui. Donc, est-ce que là, je sais que dans certains pays, on n'ose plus trop les prescrire, mais il me semble que maintenant, en Suisse, voilà, quelle est votre expérience sur la colchicine? C'est quelque chose que vous prescrivez volontiers ou vous dites à cause du risque d'effets secondaires, si on dépasse, c'est quand même un peu risqué? Comment vous voyez les choses? Alors oui, donc c'est un médicament qui effectivement, si on surdose, peut faire des effets secondaires, typiquement des diarrhées, mal au ventre ou des problèmes de muscles. Et avant, on avait tendance à donner des grosses doses dans la goutte en fait. On donnait, et puis il y avait même, on donnait jusqu'à que les gens aient des diarrhées. Donc on montait jusqu'à les diarrhées. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, des petites doses suffisaient. Et donc on donne des petites doses qui font pas ou beaucoup moins d'effets secondaires. Et donc c'est relativement bien toléré si on dose correctement. D'accord. Et puis si on compare, est-ce qu'il y a des études ou dans votre expérience clinique, par exemple avec les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, est-ce que vous diriez qu'il y a peut-être certains avantages de la colchicine ou c'est un petit peu en fonction du médecin ou du patient? Il y a très peu d'études dans la goutte comme ça où on compare des molécules. Donc je pense que ça va vraiment dépendre des comorbidités des patients, enfin des maladies qu'ils ont. Par exemple, les anti-inflammatoires, s'ils ont des problèmes de rein, on ne peut pas leur donner. Alors que la colchicine, on peut donner avec des petites doses parce que s'ils ont les problèmes rénaux, on peut leur donner avec des petites doses, mais on ne peut pas donner la colchicine, par exemple, les anti-inflammatoires. Donc ça va vraiment dépendre des autres maladies, s'ils ont des allergies, s'ils ont des problèmes d'estomac, enfin, ça va vraiment dépendre un peu de ça. Ouais, après, ça c'est ma propre analyse, mais effectivement, tous ces médicaments, il me semble que le brevet est déjà échu, donc effectivement, il y a beaucoup moins de moyens de l'industrie pharmaceutique pour lancer des grosses études. Alors, ça va dépendre probablement de l'expérience des grands hôpitaux, par exemple comme les HUG en Suisse ou le CHUV. Maintenant, j'aimerais justement qu'on parle de ces médicaments pour traiter, si on veut, pour prévenir la goutte à long terme. Ce qui ressort souvent, c'est que c'est l'allopurinol qui est un petit peu en tête si je veux dire, de gondole, qui est souvent le plus prescrit. Ça continue à être le cas en 2024. Oui, alors effectivement, donc on a des médicaments dont le but est de baisser cet acide urique. Des médicaments qui agissent sur un enzyme qui sont comme l'allopurinol et puis on a un autre qui est le fébuxostate et puis d'autres médicaments qui aident à uriner plus l'acide urique. On en a un en Suisse qui est le probénécide. Et donc l'allopurinol reste celui qu'on prescrit le plus. Après, c'est peut-être pas celui que les gens maîtrisent le plus, les médecins, parce que on a tendance à sous-doser, parce que c'est un médicament où, si on le fait bien, on peut monter très haute dose, 800-900 mg par jour, pour atteindre l'hyperuricémie cible. Et c'est rarement fait. Donc, du coup, voilà. Je sais que c'est peut-être un peu technique pour certains, mais en tout cas aux États-Unis, ce qui ressort ici de ce genre de congrès, c'est d'abaisser à moins de 6 mg par décilitre le taux d'acide urique, en fait. Oui, c'est ça. Justement parce que quand il est trop haut, ça commence à cristalliser. Voilà, tout à fait. Ce qu'on regarde dans le sang, donc on fait des prises de sang régulières et on regarde le taux d'acide urique. On utilise des micromoles par litre ensuite, donc ça va être 360 micromoles par litre. Et c'est ce qu'on essaye vraiment d'avoir sur plusieurs prises de sang, d'être en dessous de cette valeur. Et le traitement doit vraiment être augmenté jusqu'à qu'on puisse atteindre cette valeur, sinon il ne sert à rien en fait, parce qu'on va continuer à cristalliser et à avoir la maladie. Si on a des tophies, donc ces dépôts là sous la peau, on va même essayer d'aller plus bas pour les dissoudre plus rapidement. Ok, d'accord. Merci pour ces explications. Donc on disait la goutte est une maladie bien étudiée et documentée. Mais est-ce que par exemple dans ce genre de congrès, il y a de nouvelles informations qui circulent, que vous trouvez intéressantes, ou on sait déjà presque tout sur la goutte? Comme vous voyez un petit peu la science derrière toute cette maladie. Alors en fait on a l'impression qu'on sait beaucoup de choses sur la goutte, mais il n'y a pas eu tellement d'études. C'était surtout des choses, parce que c'est une maladie qui est assez ancienne, et donc on a essayé des traitements, mais il n'y a pas eu tant d'études que ça. Et donc oui, dans ces congrès, on a quelques études sur la goutte, mais c'est vrai que comme c'est une maladie où il n'y a pas de nouveaux médicaments, il y a peut-être un peu moins de recherche aussi dans le domaine, parce qu'il y a moins de financement, etc. Mais il reste... Oui, parce que par exemple, dans ce genre de congrès de rhumatologie, les médicaments qui sont exposés, c'est presque que des anticorps. Exact. Donc
est-ce que dans la goutte, je crois qu'il y a eu des échecs aussi, il y a des différences entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce qu'il y a aussi des recherches là dans peut-être des nouveaux anticorps ou des anticorps qu'on pourrait utiliser dans une autre maladie? Je dis au hasard, c'est pas le lupus ou la polyarthrite et puis appliquer. Quelle est un petit peu votre position là-dessus? Dans la forme aiguë, quand on cherche vraiment à diminuer l'inflammation, on a un anticorps qu'on utilise qui cible une molécule qui s'appelle l'interleukine 1. Okay. Et ça, c'est un anticorps qu'on utilise. Après, il n'est pas accepté en Suisse pour cette indication, mais on peut le demander si on a des crises qui sont assez fréquentes. Okay. Et puis, Dioflabel, je crois. Voilà, exactement, Dioflabel. Comme médecin, vous avez le droit de le faire. Et puis, il y a maintenant des études qui vont se faire sur un autre anticorps qui cible une autre interleukine qui s'appelle la 6. Et ces deux médicaments, en fait, les anti-IL1 comme on dit et les anti-IL6, c'était des médicaments qui avaient été développés pour la polyarthrite rhumatoïde. Et comme c'est des choses qui fonctionnent aussi dans les crises aiguës de goutte, maintenant on voit des études qui étudient ça dans la goutte. Oui, parce que si mes souvenirs sont bons, les interleukines, c'est vraiment des protéines inflammatoires en fait. Oui. On essaie de lutter contre... Je lisais aussi dans The Economist, une édition d'octobre, qu'en fait les anti-GLP1, par exemple la semaglutide, peut-être pourrait aussi avoir un impact sur la goutte. Bon, c'est vrai que c'est un peu ces médicaments contre l'obésité qu'on parle tout le temps. Il y a peut-être aussi des études qui vont être divulguées dans ce genre de congrès. Oui, alors tout à fait. Donc ces inhibiteurs du SGLT1, on voit dans les études sur le diabète ou sur l'insuffisance rénale que ça diminue les crises de goutte. Et donc, typiquement, s'il y a un patient qui est diabétique ou qui a une insuffisance rénale, c'est un traitement qu'il faut envisager s'il a la goutte. C'est une raison de plus de se dire peut-être que ça peut l'aider parce qu'on voit qu'effectivement, ça diminue la goutte. Ok, ouais, parce qu'il y a beaucoup de complications rénales en fait, parfois avec la goutte, qui peuvent être très graves. Chaque fois que le rein est touché, c'est toujours dangereux en fait. Alors oui, on peut faire des complications rénales si on a beaucoup d'acide urique. Ça peut faire ce qu'on appelle une néphropathie liée en plus d'étophie, donc voilà, là, ça peut toucher plein de raisons quand même pour prendre au sérieux la maladie. Et puis on espère que ce genre de vidéo contribue modestement à faire améliorer les choses. On est arrivé au bout gentiment de l'interview. J'avais une question que peut-être beaucoup se posent, c'est pourquoi justement les hommes sont plus touchés que les femmes. On en parlait au début. Est-ce qu'il y a aussi quelques raisons? Est-ce que les hommes en général boivent plus d'alcool ou ce serait que génétique, hormonal? Oui. C'est possible que le comportement change quelque chose. C'est une possibilité que s'ils ont tendance à manger plus riche, plus d'alcool, ça joue un rôle. Après, il y a une raison qui est vraiment hormonale où les œstrogènes vont faire qu'on va excréter dans les urines plus d'acide urique. Donc les femmes vont avoir un taux d'acide urique qui est plus bas. Donc c'est pour ça que les femmes sont protégées. Mais après la ménopause, cette protection diminue et du coup, elles commencent à développer plus souvent la goutte. D'accord, c'est clair. Je vous remercie de ces explications. Puis finalement, à part les médicaments, on n'a pas simplement parlé quand même des médicaments. Quels bons conseils donneriez-vous pour prévenir la goutte s'il existe des bons conseils? Parce que si je vous entends bien, c'est plus comme à l'époque, on dit buvez plus d'alcool, mangez plus de viande. C'est un peu plus complexe que ça en fait. Mais est-ce que vous transmettez quand même quelques bons conseils à vos patients? Oui, je pense que de toute façon, c'est important de manger correctement et de ne pas boire trop d'alcool. À la fois, pour la goutte, c'est bien, parce que c'est quand même... Il y a certains aliments qui vont provoquer plus les crises, même si ça ne permet pas de guérir la goutte. Certains aliments peuvent faire plus de crises. Et puis simplement, pour la santé en général, pour les problèmes de cœur, etc., de voir un régime équilibré, plutôt type méditerranéen, pas d'alcool, pas de tabac, faire de l'exercice régulièrement, c'est bon pour la goutte et c'est bon pour le reste aussi. Voilà. Puis comme vous disiez, je pense qu'il faut aussi vraiment inciter les gens à prendre leurs médicaments en fait. Oui, si c'est par exemple la lippurinol, alors il y a le médecin, il y a le pharmacien ou l'infirmière. Parce que c'est vrai que si on commence à arrêter, après ça crée d'autres crises. Ça installe quand même un cercle, vicieux parfois, avec des complications, comme on l'a vu. Oui, alors, donc, dès qu'on arrête le traitement, l'acide urique remonte et on peut même avoir un effet rebond où tout d'un coup on a plus de crises au moment de l'arrêt.
Et puis, ce qu'on apprend aussi, c'est que la goutte, ben oui, ça peut faire des dégâts aux articulations, mais c'est aussi associé à plus de maladies cardiovasculaires. Et donc, peut-être que de traiter, ça peut aussi protéger le cœur. On ne sait pas, on n'a pas les études pour ça, mais on pense que c'est le cas. Ouais. Puis donc, c'est probablement presque toujours des traitements à vie. Exact. Ouais. C'est un peu peut-être comme le diabète ou d'autres maladies. On doit vraiment, si je vous retiens bien, c'est vraiment abaisser ce taux d'acide urique. Il y a aussi la règle des 6 mois, je ne sais pas si on l'utilise en Suisse. Aux États-Unis, chaque 6 mois, il faudrait mesurer ce taux d'acide urique. Vous travaillez aussi sur cet intervalle ou c'est peut-être chaque année, c'est suffisant ou... On n'a pas de recommandation précise en Suisse où on dit c'est tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans. Mais clairement, il faut recontrôler de temps en temps parce que ça peut changer avec d'autres médicaments qu'on prend. Puis aussi avec l'âge, nos reins ils vont fonctionner moins bien. Si les reins fonctionnent moins bien, on a aussi l'acide urique qui monte. Donc c'est possible qu'avec le temps, on doive ajuster le traitement. Ok. Ben, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Dr Lauper. Bonne fin de congrès. J'espère que vous apprendrez encore d'autres choses. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur creafarmer.ch.